Imaginez un instant que vous vous apprêtiez à quitter votre domicile. Vous saluez votre femme, vous tendez la main vers le porte-manteau pour saisir votre chapeau, et là, l'impensable se produit. Ce que vous saisissez n'est pas un accessoire en feutre. Ce que vous tentez de poser sur votre tête, c'est le visage de votre épouse. Vous ne plaisantez pas. Vous n'êtes pas fou au sens où on l'entend habituellement. Vous êtes simplement, et tragiquement, incapable de faire la différence entre un objet et un être humain. Pour vous, le monde n'est plus une suite de visages et d'émotions, mais un puzzle absurde de lignes, de courbes et de fonctions mathématiques dépourvues de sens. Bienvenue dans l'univers d'Olivier Sacks, l'un des plus grands neurologues de notre temps, qui a passé sa vie à explorer les confins de l'esprit humain. Dans la vidéo d'Ojo Dewey, nous allons plonger dans son œuvre la plus célèbre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple collection de curiosités médicales. C'est un voyage au cœur de la fragilité de notre perception. C'est une remise en question totale de ce que vous appelez la réalité. À travers des récits qui semblent sortir tout droit d'un roman fantastique, nous allons découvrir que notre cerveau ne se contente pas de voir le monde, il l'invente. Et quand le mécanisme se brise, c'est tout notre univers qui s'effondre. Le cas le plus emblématique, celui qui donne son titre au livre, est celui du Dr P. C'était un homme d'une grande culture, un musicien de renom, dont l'intelligence était restée intacte. Pourtant, quelque chose de terrifiant s'était glissé dans son esprit. Au début, c'était de petits détails. Lors d'une promenade, il s'arrêtait pour caresser la tête d'une borne incendie, persuadé qu'il s'agissait d'un enfant égaré. Il parlait avec douceur à un nœud de bois dans une porte, attendant une réponse qui ne venait jamais. Mais le plus troublant, c'est qu'il ne voyait pas ses propres erreurs. Son cerveau, incapable de reconnaître les formes, comblait les trous en inventant une logique là où il n'y en avait plus. Lorsqu'Olivier Sacks le reçoit dans son cabinet pour la première fois, il est frappé par la normalité apparente du Dr P. Ils discutent de musique, de peinture, de philosophie. Mais quand vient le moment de l'examen clinique, la réalité bascule. Sacks tend un gant au patient, le Dr P l'observe sous tous les angles. Il décrit une surface lisse, une poche, 5 prolongements. Il en déduit avec une logique purement géométrique qu'il s'agit peut-être d'un porte-monnaie ou d'un récipient. Il ne voit pas un gant, il voit une liste de caractéristiques. Il a perdu ce que nous possédons tous sans le savoir, la capacité de synthèse. Pour lui, le monde est devenu une collection de détails déconnectés. C'est ici que nous touchons au cœur du mystère. Nous croyons que nos yeux sont des caméras qui enregistrent fidèlement ce qui nous entoure. C'est faux, nos yeux ne sont que des capteurs de lumière. C'est notre cerveau qui transforme ces signaux en visages, en chapeaux ou en êtres aimés. Le Dr P souffrait d'une agnosie visuelle sévère. Son système de reconnaissance était hors service, mais son intelligence était intacte. C'est là que réside l'horreur psychologique de sa situation. Il vivait dans un monde de pure abstraction. Pour lui, une personne n'était qu'une suite de sons et de traits géométriques. Imaginez la solitude de vivre dans un univers où les visages de ce que vous aimez ne sont plus que des schémas mathématiques. Mais l'aspect le plus fascinant et le plus beau de cette tragédie, c'est la manière dont le Dr P a survécu. Puisqu'il ne pouvait plus voir le monde de manière cohérente, il a commencé à le chanter. Pour s'habiller, il chantait la chanson de l'habillage. Pour manger, il chantait la chanson du repas. La musique était devenue le fil d'Ariane qui reliait les morceaux brisés de sa réalité. Tant qu'il y avait du rythme, il y avait de l'ordre. Dès que la musique s'arrêtait, il redevenait aveugle au sens des choses. Ce premier récit nous pose une question fondamentale qui va nous suivre tout au long de cette exploration. Qu'est-ce qui définit notre identité ? Si nous perdons la capacité de reconnaître nos proches, si notre vision du monde devient une erreur constante, restons-nous nous-mêmes ? Sacks nous montre que derrière la pathologie, derrière les circuits neuronaux défaillants, il existe toujours un être qui cherche à donner du sens. Le Dr P n'était pas fou, il vivait simplement dans une autre version de la réalité. Une réalité où la logique froide avait remplacé l'intuition visuelle. Alors que nous avançons dans les couloirs de cette clinique de l'étrange, nous réalisons que notre propre perception est un miracle quotidien. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez aucun mal à identifier les formes sur votre écran. Vous ne vous posez pas la question de savoir si votre main appartient à votre corps ou si la personne en face de vous est un objet. Mais restez avec moi, car dans la suite de ce récit, nous allons rencontrer Jimmy, un homme pour qui le temps s'est arrêté un jour de 1945. Nous allons voir comment l'esprit peut effacer des décennies de vie en un battement de cils, nous laissant face à un présent éternel et terrifiant.
Préparez-vous à découvrir que la mémoire n'est pas seulement un coffre à souvenirs, c'est le ciment même de notre existence. Sans elle, nous ne sommes que des spectateurs égarés dans un monde qui n'a plus de passé, ni de futur. Si le cas du Dr P nous a montré que la vue peut nous trahir, l'histoire de Jimmy G va nous révéler quelque chose de bien plus profond, l'effondrement total de la continuité du soi. Jimmy était un homme charmant, intelligent et vigoureux. Lorsqu'il arrive au cabinet d'Oliver Sacks en 1975, il a 49 ans. Pourtant, dès que la conversation commence, le neurologue comprend que Jimmy ne vit pas en 1975. Pour lui, nous sommes en 1945. La guerre vient de se terminer. Il a 19 ans, il est engagé dans la marine et il regarde l'avenir avec l'enthousiasme de la jeunesse. Jimmy souffre d'un syndrome de Korsakoff d'une intensité rare. Une partie de son cerveau a été dévastée, effaçant d'un coup plus de 30 ans de sa vie. Mais le plus tragique n'est pas ce qu'il a oublié. Le plus tragique, c'est qu'il est devenu incapable de créer le moindre nouveau souvenir. Sa mémoire immédiate ne dure que quelques secondes. Si Oliver Sacks quitte la pièce et revient 2 minutes plus tard, Jimmy l'accueille comme un parfait inconnu, avec la même politesse et la même surprise. Il est prisonnier d'un présent éternel, une île minuscule de conscience entourée par un océan d'oubli. Imaginez l'horreur de cette situation. Chaque matin, Jimmy se réveille en pensant qu'il a 19 ans. S'il croise un miroir, le choc est dévastateur. Il y voit le visage d'un homme de 50 ans, aux cheveux gris et aux traits marqués. Pendant quelques secondes, la panique l'envahit. Il ne comprend pas qui est cet étranger qui le regarde. Mais avant même que la douleur ne devienne insupportable, le mécanisme de l'oubli s'enclenche. Jimmy oublie le miroir. Il oublie son propre visage vieilli. Il redevient ce jeune marin de 19 ans, insouciant, jusqu'à la prochaine rencontre avec la réalité. Sacks appelle Jimmy le marin perdu. C'est un homme sans ancrage dans le temps. Sans passé pour nous définir et sans futur vers lequel nous projeter, que reste-t-il de nous? Pour Jimmy, le monde est une suite de moments déconnectés, comme les images d'un film que l'on aurait découpé et mélangé. Il ne peut pas suivre une conversation longue, il ne peut pas lire un livre, car il oublie le début de la phrase avant d'en atteindre la fin. Sa vie est un perpétuel recommencement, une boucle infinie où chaque instant est le premier. Pourtant, au milieu de ce néant neurologique, Oliver Sacks a découvert une vérité spirituelle fascinante. Un jour, il demande aux infirmières du centre si Jimmy semble malheureux. Elles lui répondent que non, sauf lorsqu'il est inactif. Elles l'emmènent alors voir Jimmy à la chapelle. Là, Sacks assiste à un spectacle qu'il n'aurait jamais cru possible. Jimmy est en train de prier. Il est totalement absorbé, recueilli, d'une dignité absolue. Dans cet acte de dévotion, le temps n'a plus d'importance. Jimmy n'a pas besoin de se souvenir de la seconde précédente pour être pleinement présent dans la communion spirituelle. C'est une leçon magistrale pour nous tous. Nous sommes obsédés par notre mémoire, par nos succès passés et nos projets futurs. Nous croyons que notre identité est une construction historique. Mais Jimmy nous prouve que l'âme, ou ce que nous appelons l'essence d'une personne, peut exister en dehors du temps linéaire. Quand il écoute de la musique ou qu'il participe à une cérémonie, Jimmy n'est plus un patient neurologique, il est un homme complet. La musique et la spiritualité ne demandent pas de mémoire factuelle, elles demandent une présence émotionnelle. Cette découverte change tout. Elle nous montre que même lorsque le cerveau est physiquement détruit, la capacité de ressentir et d'être reste intacte. Mais cela ne diminue en rien la solitude métaphysique de Jimmy. Sacks raconte qu'un jour, il a posé une question directe à Jimmy. « Est-ce que vous vous sentez vivant ?» Jimmy a répondu avec un sourire triste. « Je suppose que oui, mais je ne ressens rien. Je suis comme une sorte de rêveur éveillé. » Cette phrase devrait nous faire frissonner. Elle nous rappelle que notre cerveau fait un travail invisible de chaque instant pour lier nos expériences entre elles. Sans ce lien, la vie n'est qu'une succession d'étincelles qui s'éteignent aussitôt nées. Jimmy nous force à regarder en face la fragilité de notre propre cohérence. Nous sommes à la merci d'une petite structure dans notre lobe temporal. Si elle s'éteint, nous perdons notre histoire, nos amours et nos deuils. Mais notre exploration ne s'arrête pas là. Car si Jimmy a perdu son temps, d'autres patients de Sacks ont perdu quelque chose de plus intime encore, la sensation même de leur propre corps. Dans la prochaine partie, nous allons rencontrer Christina, la femme désincarnée. Elle va nous faire découvrir un sens que vous utilisez en ce moment même sans le savoir et dont la perte vous transformerait instantanément en un fantôme piégé dans une machine de chair. Préparez-vous à réaliser que vous n'habitez pas votre corps aussi naturellement que vous le pensez. Après avoir exploré la perte de la reconnaissance visuelle et l'effondrement de la mémoire,
Nous allons maintenant entrer dans un territoire encore plus troublant. C'est une dimension de l'esprit que nous ignorons tous, car elle fonctionne si parfaitement qu'elle nous semble invisible. C'est ce qu'Oliver Sacks appelle le sixième sens. Non pas la perception des fantômes, mais quelque chose de bien plus fondamental, la proprioception. C'est la capacité de votre cerveau à savoir, à chaque instant, où se trouvent vos membres et comment votre corps est positionné dans l'espace sans que vous ayez besoin de regarder. Faites l'expérience. Fermez les yeux. Vous savez exactement où sont vos mains, n'est-ce pas? Vous savez si vos jambes sont croisées ou si votre tête est penchée. Vous n'avez pas besoin de vos yeux pour sentir votre corps de l'intérieur. C'est ce sentiment d'incarnation qui nous permet de dire « je » et de posséder notre propre chair. Mais pour Christina, une jeune femme pleine de vie sur le point de subir une opération mineure, ce sens s'est évaporé en une nuit. Lorsqu'Oliver Sacks rencontre Christina, il est face à un spectacle déchirant. Elle ne peut plus tenir debout. Si elle ne regarde pas ses mains, elle flotte inutilement dans les airs. Elle a perdu la réalité de son corps. Elle décrit une sensation d'une horreur absolue, elle se sent désincarnée. Pour elle, son corps n'est plus qu'une statue de pierre, un objet étranger qu'elle doit diriger par la force de sa volonté et de sa vue. Elle est devenue, selon ses propres mots, un fantôme piégé dans une machine. C'est ici que la psychologie rejoint le cauchemar métaphysique. Sans la proprioception, la frontière entre le moi et le monde s'efface. Christina ne sent plus qu'elle occupe son corps. Elle doit surveiller chaque mouvement comme un marionnettiste surveille ses fils. Pour porter une fourchette à sa bouche, elle doit fixer sa main intensément. Si elle détourne le regard, sa main s'arrête ou s'effondre. Elle a perdu l'automatisme de la vie. Ce que nous faisons sans réfléchir est devenu, pour elle, un travail intellectuel épuisant de chaque seconde. Le cas de Christina nous révèle une vérité déstabilisante sur notre condition humaine. Notre identité n'est pas seulement faite de souvenirs ou de pensées, elle est ancrée dans une certitude biologique. Nous sommes notre corps, et quand cette certitude disparaît, le moi commence à vaciller. Christina se regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas cette forme qui bougeait. Elle n'avait plus de socle. Elle vivait dans un vide sensoriel où seule la vue lui permettait de ne pas disparaître totalement. Mais ce qui est remarquable dans l'approche d'Oliver Sacks, c'est sa capacité à voir la résilience là où d'autres ne voient que la pathologie. Christina n'a jamais récupéré son sixième sens. La science médicale était impuissante, pourtant elle a appris à vivre. Elle a utilisé ses yeux et son oreille interne pour compenser ce que ses nerfs ne lui envoyaient plus. Elle a appris à jouer le rôle de Christina. Elle a transformé sa vie en une performance perpétuelle pour paraître normale, pour marcher, pour parler, pour exister socialement. Elle est devenue une actrice de sa propre existence. Cette histoire nous force à une réflexion profonde. Combien de nos comportements, de nos certitudes, de nos émotions dépendent de mécanismes automatiques dont nous n'avons pas conscience? Nous nous croyons maîtres de notre esprit, mais nous sommes les passagers d'une machine biologique d'une complexité effrayante. La réalité que nous percevons est le résultat d'un équilibre fragile entre nos sens. Si un seul de ces piliers s'écroule, c'est toute notre perception du monde qui bascule dans l'absurde. Christina nous rappelle que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est une harmonie invisible. Elle nous apprend la gratitude pour ce corps qui nous obéit sans mot dire, mais elle nous montre aussi que l'esprit humain possède une force de survie incroyable. Même désincarnée, même privée du sentiment de soi physique, Christina est restée une personne. Elle a trouvé une nouvelle façon d'être au monde, une façon héroïque de naviguer dans un univers où elle ne se sentait plus chez elle. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons voir comment cette noirceur neurologique peut parfois déboucher sur une lumière inattendue. Nous allons découvrir que même dans la perte la plus totale, il reste une dimension de l'esprit que la maladie ne peut pas toucher. Nous allons parler de la musique, de l'art et de la beauté, et comment ces forces mystérieuses sont capables de recréer un monde là où la science a échoué. Préparez-vous à une conclusion qui changera votre regard sur ce que signifie réellement être humain. Après avoir traversé ces paysages de désolation neurologique, après avoir rencontré l'homme qui ne voyait plus les visages, celui qui avait perdu son passé et celle qui ne sentait plus son corps, une question demeure. Que reste-t-il de nous quand tout ce qui constitue notre réalité s'effondre ? Est-il possible de conserver sa dignité et son humanité au milieu d'un tel chaos mental? La réponse d'Oliver Sacks est un message d'espoir profond, mais aussi une leçon d'humilité pour la science moderne. Il a découvert que même lorsque les fonctions logiques, visuelles ou mémorielles du cerveau sont dévastées, il existe une couche plus profonde de l'esprit qui reste souvent intacte,
la dimension esthétique et émotionnelle. Prenez l'exemple de José. José était un jeune homme considéré comme autiste profond et retardé mental par les institutions. Il ne parlait presque pas, semblait totalement déconnecté du monde et incapable de comprendre la moindre notion abstraite. Pour la médecine classique, son esprit était une coquille vide. Mais un jour, Sack lui donne un crayon et lui demande de dessiner une montre. Ce qui se passe alors est un miracle. José ne se contente pas de copier l'objet. Il dessine une montre avec une précision artistique époustouflante en y ajoutant des détails, une âme, une personnalité. Dans le dessin, José n'était plus un patient handicapé. Il était un artiste. Il communiquait avec le monde à travers une réalité plus haute que le langage, celle de la beauté. C'est là le grand secret que Sacks a partagé avec nous. Notre cerveau est une machine, oui, et comme toute machine, il peut se briser, mais nous ne sommes pas seulement notre cerveau. Nous sommes un flux de sentiments, de rythmes et d'émotions. Les patients de Sack, même les plus atteints, retrouvaient leur intégrité dès qu'ils étaient en contact avec la musique ou l'art. Un homme incapable de faire 2 pas sans tomber pouvait danser avec grâce si une mélodie l'accompagnait. Un homme ayant perdu tout souvenir de sa vie pouvait chanter des opéras entiers avec une émotion pure. La musique n'a pas besoin de la mémoire pour exister, elle se vit dans l'instant. L'art n'a pas besoin de la logique pour être compris, il se ressent dans le corps. Cela nous révèle que la réalité que nous avons explorée tout au long de cette vidéo n'est pas la seule version possible de l'existence. Il existe une réalité émotionnelle qui est bien plus résistante que la réalité biologique. C'est ce qui nous permet de rester humains même dans l'adversité la plus totale. Cette exploration de l'œuvre d'Olivier Sack nous laisse avec une réflexion troublante mais nécessaire. Nous vivons tous dans une forme d'illusion. Nous croyons voir le monde tel qu'il est, alors que nous ne voyons que ce que notre cerveau nous permet de percevoir. Nous sommes tous à un neurone près de prendre notre femme pour un chapeau, de perdre notre passé ou de nous sentir désincarnés. Notre normalité est un équilibre fragile, un cadeau que nous devrions chérir chaque matin en ouvrant les yeux. Mais cette fragilité ne doit pas nous effrayer. Au contraire, elle doit nous pousser à plus d'empathie et de curiosité. Elle nous apprend que la différence n'est pas une erreur, mais une autre manière d'habiter le monde. Les patients de Sack ne sont pas des monstres de foire, ce sont des explorateurs de territoires mentaux inconnus. Ils nous montrent les limites de notre propre esprit et nous rappellent que, peu importe la gravité de la blessure neurologique, la personne derrière la pathologie mérite toujours notre respect et notre attention. En refermant ce livre, nous comprenons que l'esprit humain est une forêt mystérieuse. Parfois, un arbre tombe, un chemin s'efface ou l'obscurité s'installe, mais la vie trouve toujours un moyen de continuer à couler, que ce soit à travers une mélodie, un dessin ou un simple regard. La réalité est peut-être une construction de notre cerveau, mais l'amour et l'émotion sont les seules choses qui soient véritablement réelles. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un paysage, que vous écouterez une chanson ou que vous serrerez un proche dans vos bras, souvenez-vous de la chance incroyable que vous avez de reconnaître le monde. Ne prenez rien pour acquis. Car au bout du compte, ce n'est pas notre capacité à calculer ou à raisonner qui fait de nous des hommes, c'est notre capacité à ressentir la beauté du monde, même quand celui-ci semble perdre tout son sens. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux frontières de l'esprit. Si cette plongée dans les mystères de la perception vous a touché, si elle vous a fait voir votre propre réalité sous un jour nouveau, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Dans un monde qui semble parfois perdre la tête, n'oublions pas de cultiver ce qui nous lie les uns aux autres, notre humanité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, restez curieux et surtout, n'oubliez pas de regarder le monde avec votre cœur autant qu'avec vos yeux.